Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans la culture française du quotidien. Mais on va laisser le côté, disons, les grands monuments, les dates historiques. On va pas parler de Napoléon. On va pas parler de Napoléon, exactement. On va s'intéresser à des choses beaucoup, beaucoup plus petites, presque invisibles, mais qui en fait en disent très long. Mmh. Les questions qu'on se pose tous les jours et notre façon de planifier, ou de ne pas planifier justement. C'est tout le sujet. On a devant nous des sources qui analysent ça. D'un côté, ces petites phrases un peu rituelles de la conversation, et de l'autre, ce rapport si particulier des Français au temps et à l'organisation. L'idée, notre mission, si on veut, c'est de voir comment ces deux aspects, la langue et le temps, s'emboîtent. Comment une question qui a l'air de rien, comme «ça va», peut nous éclairer sur l'art de la débrouillardise, le fameux système D. C'est ça, c'est un peu comme essayer de décoder le système d'exploitation invisible de la vie de tous les jours en France. C'est une super image. Allez, c'est parti, on décode. Commençons par la base de la base, vraiment le socle de toute interaction. Cette question qu'on entend 50 fois par jour, ça va. Ah oui, l'incontournable. C'est plus qu'une question, on est d'accord. C'est un réflexe, un automatisme. C'est un mot de passe social. C'est exactement ça, un mot de passe. Un mot de passe, j'aime bien. Et ce qui est fondamental à comprendre, je crois, c'est que l'important, c'est pas tant la réponse que le rituel de l'échange. C'est une poignée de main, mais verbale. Oui, Dans la plupart des cas, la réponse attendue, c'est pas un bilan de santé, hein. surtout pas. Un simple «ça va» et «toi» suffit. Ça valide le contact, c'est une reconnaissance mutuelle en fait. Je te vois, tu m'as vu, on peut coexister, on peut commencer à parler. Je pense à tous les étrangers qui tombent dans le piège et qui répondent honnêtement, en détail, au boulanger qui leur pose la question. Le malaise est presque physique. Ah oui, on brise le code, complètement. On transforme un rituel social en une demande d'information personnelle, ce que ce n'est absolument pas. Et du coup, l'interlocuteur est dans une position très délicate. Et c'est pas quoi faire. Il sait pas quoi faire de cette intimité qu'il n'a pas demandé. Ce code, il sert juste à huiler les rouages sociaux, quoi. Et dans la même famille, on a le quoi de neuf, point point. Un peu plus engageant peut-être, mais ça reste dans le même esprit, non? C'est l'étape d'après. C'est une invitation un peu plus ouverte, c'est vrai. Mais là encore, la beauté du système, c'est son absence de pression. Hmm. Une réponse comme la routine, pas grand-chose, c'est parfaitement valide. Personne va se vexer si on ne sort pas un scoop. C'est une perche tendue, l'autre est libre de la saisir, ou pas. Et ça m'amène à une autre catégorie de questions. Ces phrases comme «on se prend un verre bientôt» ou «faut qu'on s'appelle». Ah, les fameuses. Ça ressemble à des propositions de planification, mais soyons honnêtes, la plupart du temps, ça débouche sur rien de concret. C'est une observation très juste. En fait, ces phrases fonctionnent comme des marque-pages dans une relation sociale. C'est une bonne image, ça aussi. Ce n'est pas un contrat. C'est une affirmation que le lien existe et qu'on pourrait potentiellement l'activer dans le futur. On maintient la porte ouverte. Et cette idée de garder les options ouvertes, de ne pas figer les choses, elle est centrale. Et là, on arrive directement au cœur de notre deuxième sujet. Cette idée de garder les options ouvertes, elle vient percuter de plein fouet le concept même de planification. Et ça me rappelle ce que disait une de nos sources sur le stéréotype des Français désorganisés. La transition est parfaite. Parce que ce n'est pas de la désorganisation. C'est une autre philosophie de l'organisation. Les sources sont très claires là-dessus. D'accord. C'est une préférence culturelle très forte pour la planification à court terme, pour l'adaptabilité et une vraie valorisation de l'improvisation. Le plan, c'est pas un rail, c'est une suggestion, Une esquisse. une première esquisse. Voilà. C'est là qu'intervient le fameux système D, l'art de la débrouillardise. Mais est-ce que ce n'est pas parfois juste une jolie façon de décrire un manque de préparation? C'est la question piège. J'imagine sans peine des collaborateurs allemands ou japonais devenir fous face à cette culture de l'improvisation. Ah, mais vous mettez le doigt sur un point de friction culturel majeur. Absolument. Ce qui est vu en France comme une preuve d'agilité, d'intelligence, ça peut être interprété à l'étranger comme un manque de sérieux, de fiabilité. C'est ça. Pour beaucoup de cultures, un plan, c'est un engagement moral. S'en écarter, c'est un échec. En France, savoir s'en écarter avec brio face à un imprévu, c'est une compétence qu'on admire. On valorise plus la solution de dernière minute que la planification qui a évité le problème. C'est un peu ça, oui. On valorise la personne qui trouve la solution géniale, sur le moment, plus que celle qui avait fait en sorte que le problème n'arrive jamais. Alors, j'essaye de faire le lien. Comment est-ce qu'une culture peut être à la fois si obsédée par des règles administratives ultra rigides Ah,
la bureaucratie. Les formulaires CERFA, les procédures sans fin, et en même temps, être si à l'aise avec le chaos et l'imprévu dans la vie de tous les jours. Ça semble complètement contradictoire. C'est le grand paradoxe français, la grande tension. Et une de nos sources suggère une explication que je trouve fascinante. Le système D ne s'est pas développé malgré la rigidité de l'administration, Mais à cause d'elle, mais à cause d'elle. C'est un mécanisme de survie. Face à un système lourd, kafkaïen, les gens ont dû développer des compétences pour contourner, pour adapter, pour trouver des solutions parallèles. Et cette compétence, née de la contrainte, a fini par infuser tout le reste de la vie. c'est devenu une valeur. Être débrouillard, c'est être malin. C'est ça, c'est être intelligent. C'est un muscle qu'on a entraîné de force, en fait. Et on le voit dans la vie sociale. La question «on mange où ce soir?» posée à 7 heures du soir, c'est pas un signe de panique. C'est C'est juste, le processus normal. voilà. Essayer d'organiser un dîner un mois à l'avance, c'est mission impossible. Les gens vous regardent comme un extraterrestre. La confirmation, c'est souvent le jour même. Exactement. Parce que planifier un mois à l'avance, c'est se priver de la possibilité de faire autre chose, peut-être de plus tentant, qui pourrait se présenter d'ici là. On veut pas s'enfermer. On ne veut pas s'enfermer. C'est lié à une vision où la qualité de l'instant présent, elle prime sur le respect d'un plan. Les repas qui s'éternisent, les apéros imprévus. Tout ça, c'est la substance de la vie, c'est pas une distraction qui perturbe l'agenda. C'est une sorte de chaos maîtrisé. J'aime beaucoup cette expression, le chaos maîtrisé. L'objectif est clair, par exemple, passer une bonne soirée, mais le chemin pour y arriver, lui, il reste flexible jusqu'au dernier moment. Du coup, on n'optimise pas le temps. On optimise le plaisir potentiel de l'instant. C'est exactement ça. C'est une efficacité, mais hédoniste, plutôt que productive. C'est une excellente façon de le dire. Pourquoi se bloquer le samedi soir avec une décision prise le mardi? Si le samedi, la météo a changé, votre humeur aussi, ou une meilleure occasion se présente. Hmm. Cette approche, elle privilégie l'adéquation parfaite entre l'action et le désir du moment. C'est une recherche constante du meilleur alignement possible avec le présent. Alors si on assemble les pièces du puzzle, on commence à voir le tableau. Le langage du quotidien, il fait pas que refléter cette culture de la flexibilité. Il la rend possible, il l'encourage. Il l'encourage activement. Une question comme «Tu fais quoi où?» c'est pas juste une demande d'infos sur un emploi du temps. Non, c'est bien plus. C'est une porte ouverte. C'est une façon de sonder la disponibilité de l'autre, à la spontanéité. C'est une invitation à partager un état, une action. La réponse, c'est pas réunion de 15 heures à 16 heures. Non, c'est plutôt «Là, je lis un truc super» ou «Je galère sur un dossier». Voilà, c'est un lanceur de conversation. Et pareil pour la question «Tu en penses quoi?» qui est omniprésente en France. Elle est fondamentale. Elle postule que tout le monde a un avis et que cet avis mérite d'être débattu. C'est une culture de l'opinion, pas seulement du factuel. Vous savez, en vous écoutant, je réinterprète complètement une autre question que j'ai souvent trouvée un peu agressive. T'es sûr? Ah oui, celle-là. Je la prenais souvent comme une mise en doute de ma compétence. Mais dans cette logique de flexibilité, ça prend un tout autre sens. Absolument. C'est très rarement une attaque personnelle. C'est plutôt une invitation à ne pas clore le débat trop vite. C'est une façon de dire est-ce qu'on est bien certain d'avoir exploré toutes les options? N'y a-t-il pas un autre angle? C'est un réflexe antidogmatique. Exactement. Ça encourage la pensée critique et ça maintient une flexibilité intellectuelle. Ça garde la décision ouverte quelques secondes de plus au cas où une meilleure idée surgirait. Le langage, c'est vraiment la boîte à outils du système D. Chaque conversation devient une micro-improvisation. On lance un thème et on voit où ça nous mène, sans forcément chercher à attendre une conclusion précise. Ou une décision gravée dans le marbre. Le chemin est aussi important que la destination. C'est l'essence même de la conversation à la française. Le plaisir de l'échange, de la joute verbale amicale. On ne parle pas que pour être efficace, on parle pour créer du lien, pour penser ensemble. Et les questions ouvertes sont le carburant de tout ça. C'est le carburant de ce moteur social, tout à fait. En résumé, ce que nos sources nous montrent, c'est une cohérence culturelle qui est profonde et fascinante. Ce n'est pas un hasard. Le langage du quotidien, avec ses rituels comme le savaron, ces questions qui sont de la spontanéité, il est le système d'exploitation qui permet à cette culture de la flexibilité et de l'improvisation de fonctionner. Il est à la fois le miroir et l'outil. L'un ne peut exister sans l'autre. La structure de la conversation renforce et valide en permanence cette approche organisée-désorganisée de la vie. C'est ça. Ce qui nous amène à une dernière question peut-être. Une piste de réflexion pour l'avenir. Je vous écoute.
dans un monde de plus en plus incertain qui demande à la fois une planification rigoureuse, presque à l'anglo-saxonne, mais aussi une agilité et une résilience extrême face aux crises. Où se situe ce modèle français? Hmm. Est-ce que cette maîtrise du système D, longtemps vue comme un manque de rigueur, n'est pas en train de devenir un atout stratégique? Un modèle hybride, parfaitement adapté à l'incertitude? Ou, au contraire, est-ce que c'est un trait culturel charmant, mais qui est voué à être en friction permanente avec les exigences d'efficacité du monde actuel? Exactement. La question reste ouverte.